Le 9 octobre 1967, dans la petite école de la Higuera, la lumière filtrait en bande étroite à travers une fenêtre oblique. On entendait les bottes sur les lattes, le froissement des uniformes, le souffle court des soldats, parfois le cliquetis d'un chargeur ou le raclement d'une chaise. L'air était dense, terre humide, huile de moteur, une odeur âcre de sang. Ernesto Che Guevara, blessé à la jambe, attendait assis, les mains liées, le visage fermé mais étrangement calme. Il revoyait la Sierra Maestra, la marche nocturne vers Santa Clara, les visages des guérilleros tombés, les nuits de discussions stratégiques, tout ce qui l'avait détourné de la blouse blanche et poussé à prendre les armes. Un soldat fit une photo. Les mains furent coupées pour vérification. Il y eut une hésitation, un silence. Il pensa à voix basse. Vous n'allez tuer qu'un homme. Cette phrase clé, simple et porteuse, condense le geste décisif d'un homme qui n'attendait ni pardon ni clémence. La scène transforme la traque en spectacle d'État. Elle révèle à la fois la brutalité et la dimension symbolique d'un acte qui devait neutraliser une idée. Accrochez-vous. Comment un médecin argentin, par la route, la révolution et l'échec bolivien, devient-il icône mondiale? Ce récit n'est pas une légende, c'est une somme de décisions et de conséquences humaines profondes, irréversibles. La suite nous entraîne au cœur de ces zones d'ombre. Les origines d'un guérillero. La lumière du matin entrait par les fenêtres étroites de la maison familiale de Rosario, projetant des ombres allongées sur les murs blancs. Le bois craquait doucement sous le poids du premier pas. Dans l'air flottait un parfum de café grillé, mêlé à l'odeur humide de la rosée sur le jardin. Un enfant toussait, essoufflé. À 16 ans déjà, Ernesto Guevara, fragile de santé, marqué par l'asthme, se levait pour affronter un nouveau jour. Le poignet sur sa poitrine, il sentait son cœur battre fort, comme s'il voulait sortir de sa cage. On lui avait recommandé un climat plus sec. C'est pourquoi sa famille avait déménagé à Alta Gracia, province de Cordoba, pour soulager ses crises respiratoires. Rosario, rue entre Rios 480, demeure le lieu de sa naissance, le 14 juin 1928, un fait attesté dans les registres locaux. Le foyer de ses parents, Celia de la Serna y Losa et Ernesto Guevara Lynch, appartenait à une couche de la bourgeoisie éclairée. Valeurs libérales, bibliothèque bien garnie, lectures exigeantes. Pourtant, toute cette lecture contrastait avec un corps qui peinait. L'asthme fit de lui un lecteur solitaire, recroquevillé souvent dans un fauteuil, les poumons en lutte silencieuse, les doigts craquant les pages des classiques français, allemands, Les Misérables, Schopenhauer, les poètes hispaniques. Son adolescence, entre Cordoba et Rosario, fut partagée entre poursuites de scolaire et séjours à la campagne pour respirer mieux. À Altagracia, les collines sèches et l'air plus pur étaient un refuge contre les crises. Il allait à l'école publique San Martín, puis Santiago de Ligné. Ses camarades racontent que parfois il devait être porté, tant la toux le frappait fortement. Dans le silence de la nuit andine, imaginaire projeté, il entendait ses propres râles et jurait que jamais il ne se laisserait vaincre par un souffle. Malgré sa fragilité, il aimait le sport. Natation, football, randonnée, toujours avec peine. Il apprit à se discipliner pour dépasser ses limites. L'histoire familiale parle d'un père, parfois sévère, qui, pour le durcir, l'aurait douché à eau froide. Les médecins affirment que ces pratiques aggravaient ses crises. Le jeune Ernesto devint homme de volonté. Toute tâche, quelle que soit sa difficulté, peut être résolue par l'enthousiasme, le fervent esprit révolutionnaire et une détermination inflexible. C'est une maxime qu'il aurait adoptée à l'écoute de ses proches. Au lycée à Cordoba, Collège national Deán Funes, entre 1942 et 1946, il se lia d'amitié avec des élèves progressistes, débattant de justice sociale, du pouvoir militaire argentin, de l'ombre de Perón. Il observait l'agitation sociale, la lutte ouvrière, les inégalités criantes. Le contraste entre ses rêves et la réalité sociale le taraudait. Pourquoi tant souffrir pour si peu de paysans? Puis vint l'âge des études supérieures. Buenos Aires l'appela. Il intégra l'université de Buenos Aires en 1948 pour étudier la médecine.
Le monde universitaire bruissait de débats marxistes, d'étudiants révoltés, de critiques au régime d'Evita. Il s'immergea dans cet univers, écrivant même quelques articles et fréquentant les milieux militants. Mais un autre voyage se profilait. En 1952, avec son ami Alberto Granado, il prit la route à moto. Ce périple à travers l'Amérique latine allait être une épreuve sensorielle et politique. Il vit la poussière rouge de l'altiplano, sentit l'odeur des volcans, le goût de l'eau rare, entendit les pleurs des enfants faméliques, les murmures des campesinos sur les mines et les latifundios. Cette odyssée augmenta en lui la colère devant l'injustice. Le confort de la blouse médicale lui sembla soudain dérisoire face à la misère. Ainsi se dessine le portrait d'un jeune homme à deux visages, le médecin aux mains délicates et le révolutionnaire en gestation. Il portait les fatigues de son corps, mais les rêves d'un continent. Il se préparait, à chaque souffle laborieux, au saut vers l'invisible, vers cette nuit où la guérilla l'attendait. Bientôt, il renoncerait à la blouse blanche. Le tournant approche, et bientôt, la lutte l'emportera sur la science. Le contexte historique et stratégique. La mer Noire de la nuit enveloppait le yacht Granma lorsqu'il quitta Tuxpan, Mexique, le 25 novembre 1956, avec 82 hommes à bord, dont Fidel Castro, Raúl Castro, Che Guevara. Le ronron rauque du moteur, le tangage sourd, l'humidité saline piquant la peau, tout concourait à rendre l'embarquement clandestin plus solennel que joyeux. Turn Zero Search 4. Le plan était risqué. Débarquer, rallier les montagnes de la Sierra Maestra et lancer la guérilla contre la dictature de Fulgencio Batista. Mais dès les premières heures, tout dérailla. Le navigateur tomba par-dessus bord. Le bateau heurta un banc de sable près de Playa Las Coloradas, dans la province d'Oriente, un mile avant le point prévu. Le receveur de la force rebelle, qui devait attendre avec camions et munitions, avait déjà abandonné l'attente. Le groupe, trempé, à moitié submergé, perdit armes, nourriture, matériel. Il fut repéré par des patrouilles côtières, des signaux lumineux, des coups de feu isolés firent sursauter les hommes déjà épuisés. Turn Zero Search 4, Turn Zero Search 14, ils se dispersèrent dans les palétuviers, puis remontèrent péniblement vers l'intérieur. Le 5 décembre, l'armée de Batista les embusqua à Alegria de Pio, une ferme de canne à sucre, champs et bosquets, silhouette tremblante entre la brume du matin. L'attaque foudroyante, mitraillette, éclat, décima le contingent. Sur les 82, 60 à 62 furent tués ou capturés. Che fut blessé, mais parvint à survivre dans la confusion. Turn Zero Search 11. Le sol vibrait des tirs, la poussière masquait les visages, l'odeur âcre de la poudre se mêlait à l'humidité de la terre. Le silence fut, pour un instant, l'hommage aux morts. Les rescapés, environ 15 selon certaines sources, cheminèrent, dispersés, jusqu'à rejoindre la Sierra Maestra. Là, Fidel Castro reconstruisit une force. Che assuma des fonctions médicales tout en devenant cadre militaire. Dans la forêt, les guérilleros se terrèrent dans des camps improvisés, des sentiers de la résistance prirent forme. Turn Zero Search 14. Les unités de l'armée rebelle, Ejército Rebelde, prirent l'habitude d'attaquer de petites garnisons, des postes de garde, changer de position, frapper la logistique ennemie. Che soignait les blessés, éduquait les paysans, distribuait des pamphlets. Il était à la fois combattant, médecin et propagandiste. L'arbre on entendre les gazouillis des oiseaux, le crissement des feuilles sous les pas, les chuchotements des discussions tactiques dans l'ombre des fougères. Les nuits étaient froides, les moustiques lancinants. Le temps semblait ralentir, suspendu au fil ténu de la stratégie. Au fur et à mesure, Batista riposta. En été 1958, il lança l'opération Verano, 28 juin, 8 août, une offensive massive contre les rebelles dans la Sierra Maestra. Près de 12 000 soldats, soutenus par l'aviation et l'artillerie, encerclèrent les montagnes. Les rebelles, 300 hommes environ, tenaient par ruse, embuscade et connaissance du terrain. Le bruit des bombardements, les nuages de poussière, les cris lointains résonnaient. Mais l'offensive échoua. Le moral rebelle tint. Turn Zero Search 10. Peu à peu, les colonnes de guérilla débordèrent la frontière de la Sierra.
Fin 1958, Che reçut l'ordre d'ouvrir une colonne vers l'ouest, à travers la province centrale de Las Villas. Avec Camilo Cienfuegos et d'autres, il devait couper Cuba en deux, isoler Santa Clara, attaquer les communications de Batista. Des affrontements locaux éclatèrent. Le 30 décembre, Cienfuegos prit le poste de Yaguajay après un siège prolongé contre le capitaine Alfredo Abonlea. Ce succès ouvrit la voie vers Santa Clara. Turn Zero Search 13. À Santa Clara, en décembre 1958, Che fit une manœuvre audacieuse. Il utilisa un train blindé comme cible, dispersant les troupes ennemies, saturant les lignes. L'assaut final sur la ville vit les rebelles converger de plusieurs axes. Le vacarme des tirs, l'odeur de poudre, les panaches de fumée, l'éclat des grenades éclairant les rues sombres, le décor était apocalyptique. Alors que Batista apprenait la chute de Santa Clara, dans la nuit du 31 décembre, il s'enfuit vers la République dominicaine. Le pouvoir bascule. Turn Zero Search 2. À l'aube du 1er janvier 1959, les colonnes rebelles entrèrent dans la Havane sans affrontement majeur. Che, parmi les premières forces, prit le commandement de la prise de la forteresse de la Cabana, tandis que la population acclamait, couverte de banderoles, chantant « Patria y vida ». Le régime de Batista s'effondrait. Les illusions révolutionnaires, les tensions latentes, les conflits de factions, tout restait à gérer. Le drame militaire devenait drame politique. Ainsi se tisse l'arrière-plan. Une dictature usée, une guérilla aux effectifs minuscules mais tenaces, le soutien discret des paysans, l'ombre des États-Unis en toile de fond. Le récit militaire est celui d'un affrontement inégal mais conditionné par la volonté humaine, l'imagination tactique, la foi d'un petit groupe. Sur ce socle vacillant d'armes et d'espérance va surgir l'acte fondateur, la métamorphose de Che, dont l'ombre se dessine déjà. La tempête est en marche. Et bientôt, le cœur de l'action s'élancera dans la Sierra Maestra, dans les nuits de marche, les nuits de feu, les nuits de décision. Le cœur de l'action. La brume matinale glissait entre les arbres, lourde comme une chape de sang, dans le ravin de Quebrada del Yuro, en Bolivie. Le 8 octobre 1967, vers midi, le ciel était gris, bas, étouffant. Des gouttes de pluie tombèrent, lentes, sur les feuilles, perçant le silence de la jungle, comme des percussions sourdes. On entendait le bruissement des fougères, le couinement d'un oiseau fuyant l'approche, le cliquetis nerveux d'armes soigneusement manipulées. Che Guevara, boitant légèrement, avançait en tête du petit groupe. À ses côtés, Simeón Cuba, Willy Sarabia, ancien mineur bolivien, rôdait comme une ombre veillant. Plus loin, Aniceto Reinaga, d'origine minière, assurait la sécurité arrière. Le groupe, réduit à moins de 20 hommes, progressait par bonds furtifs, le long des pentes abruptes, les bottes s'enfonçant dans la terre détrempée. Ils avaient été repérés. 2 compagnies d'élite des Rangers boliviens, entraînées par les États-Unis, encerclaient déjà le secteur. Le rugissement lointain d'armes automatiques, le sifflement des balles dans les arbres, le sol tremblant sous l'impact des obus planétaires. Le piège se refermait. À un instant, Che fut touché au mollet gauche. La douleur fulgura, rouge dans sa jambe. Son carabine M2 glissa de ses mains fatiguées. Il se redressa, les traits tassés, la lèvre tremblante. Mais il resta debout, les yeux décalés vers l'horizon des mousses. Le sang ruissela. Sa voix, un souffle rauque, lança. « Ne tirez pas. I am Che Guevara and worth more to you alive than dead. » Un instant suspendu, puis les tirs reprirent, concentrés à quelques mètres, le claquement brutal des balles sur le bois, le cri de la chair, le souffle coupé. Des guérilleros tombèrent. L'un, plusieurs blessures, hurla. Le sol éclaboussé, les gouttes de pluie mêlées à la sueur. Willy, le plus proche de Che, le soutint, cherchant à le tirer vers une cache. Mais l'étau ennemi compressait toutes les issues. Les Rangers s'avancèrent, en formation serrée, leurs uniformes kaki camouflés, leurs bouches d'acier prêtes à l'assaut. Che, voûté, tenta un tir. Le bras droit ne répondit plus. La fumée, la végétation, le chaos. Des soldats l'encerclèrent. On l'agrippa, on plaqua ses mains dans le dos. Le souffle lui manquait. Les poumons hurlaient. Le groupe insurgé fut anéanti. Quelques survivants s'enfuirent, d'autres furent abattus.
Ils le transportèrent le long d'un sentier de fortune jusqu'à la Higuera, village isolé, école de bois, silence aménagé. Le trajet dura des heures, chaque pas résonnait comme un glas. Le sang séchait à la jambe, le visage de Che était devenu cire, les regards des soldats vains et curieux. Dans la nuit, les corps captifs furent confinés dans des pièces étroites, l'air moite, les insectes bourdonnants. Le silence pesait. Che, dans son désarroi physique, dominé encore par sa stature intérieure. Il observait les visages ennemis, écoutait les pas, calculait. Le stress, l'épuisement, l'abandon de tout appui extérieur, tout cela le harcelait. Parfois, un soldat croisait son regard. L'humanité vacilla. L'un murmura « Qui est-il vraiment ?» Che ne répondit pas. Il sut que l'instant se rapprochait. Aux premières heures du 9 octobre, l'ordre tomba. Exécution immédiate. Le rideau se levait sur l'ultime scène, le dénouement et ses conséquences. Le 9 octobre 1967, à 11h50, l'ordre arrive depuis La Paz. Tuer Guevara, selon les archives du département d'État américain. Dans la petite salle d'école de la Higuera, le silence est glacial. Une lumière blafarde filtre par les planches disjointes du mur. Les paupières de Guevara sont serrées, les mains recouvrant son visage. Ses poignets, ligotés derrière le dos, ses pieds attachés. À ses côtés, gisant les corps de 2 guérilleros, tombés dans la nuit précédente. Il a une blessure à la jambe, bandée sommairement. Le souffle lui manque, mais l'esprit reste intact. Vers 13h15, un sergent bolivien, Mario Terran, entre. Il porte l'uniforme olive, képi incliné. L'atmosphère se charge, comme l'air avant un orage. Les ordres sont donnés, les tirs doivent viser sous le cou pour simuler une mort au combat, non une exécution de prisonniers. L'agent de la CIA présent, Félix Rodriguez, supervise les manipulations. Guevara refuse le bandeau. Il escalade intérieurement ce qu'il sait. Ce moment était écrit. Il dit, d'une voix cassée mais claire, « I know you've come to kill me. Shoot, you're only going to kill a man. » Certains documents rapportent cette phrase comme dernier acte de défi. 3 soldats tirent à bout portant. Le claquement des armes, le fracas des balles, le choc du corps s'effondrant contre le mur. Guevara sursaute, le souffle rompu. Une goutte de sang perle à l'angle de sa bouche. Le silence tombe, dense, expectant, solennel. Quelques secondes qui pèsent une éternité. Le corps est emporté dans un véhicule militaire, direction Vallée Grande. La route est chaoteuse, le véhicule tangue. Le cadavre est recouvert de draps sombres, mais sa présence écrase l'habitacle. Le soleil descend dans l'après-midi, projetant une lumière jaune, froide, comme la mort. À Vallée Grande, le corps est amené dans la laverie de l'hôpital, salon mortuaire improvisé. On diffuse l'odeur de désinfectant, l'humidité du linge, la chaleur du fer à repasser encore tiède. Le public est admis, curieux, médias, proches. Le visage figé de Guevara, les yeux ouverts. La photo iconique est prise par Freddy Alborta, comparé à un Christ mort. Pour identifier le corps, on coupe les mains. Les doigts sont envoyés pour empreinte, probablement en Argentine. Parfois, on raconte qu'on envisagea de décapiter le corps. Mais le compromis retenu, les mains seulement. Le reste du corps est embaumé, préservé, exposé devant des foules. Les clichés circulent dans le monde entier. Le bolivien média militaire diffuse l'image d'une mort héroïque au combat. Beaucoup doutent. Puis, le corps disparaît, enterré dans une tombe non identifiée. Pour 30 ans, personne ne sait où. Ce secret d'État est gardé. Ce n'est qu'en 1995 à 1997 qu'une équipe argentine exhume un squelette sans main près de l'aéroport de Vallée Grande. Les analyses osseuses, la structure de la mâchoire confirment l'identité. Le brillant cadavre est rapatrié à Cuba le 12 juillet 1997. Les restes reposent désormais au mausolée de Santa Clara. Cet acte terrible devait étouffer le mythe. Au contraire, il le transforma. Guevara mourut comme il avait vécu, dans la lutte et sous l'image. Il devint plus grand que lui-même, un visage immuable, une icône du sacrifice. Pour certains, un héros, pour d'autres, un idéaliste passé à la violence.
Le débat roule, les passions perdurent. Sur le plan militaire, l'État bolivien remporte une victoire tactique, un message adressé à ceux qui osaient défier l'ordre établi. Les conspirations politiques, la présence de la CIA, les manipulations internationales, tout s'entremêle. Le sang versé dans une école isolée parle plus fort que les discours officiels. Mais l'impact n'est pas local. Des mouvements révolutionnaires de toute l'Amérique latine, Nicaragua, Cuba, Colombie, relèvent le gant. Le mythe du Che inspire des générations. L'exécution anticipée renforce sa stature de martyr, son image traversant océans et décennies. Le rideau tombe sur cette tragédie ouverte. Mais le récit ne s'achève pas ici. La légende, les retombées idéologiques, le visage du temps s'imposent. La suite nous plonge dans l'héritage de Che Guevara, là où le dossier militaire cède la place au débat spirituel et politique et où le mythe s'incarne. La légende et l'ombre. Sous le soleil brûlant de Santa Clara, en 1997, une foule silencieuse assiste à la réanimation des restes de celui qu'on appelait simplement El Che. 30 ans après sa mort, la terre cubaine accueille à nouveau son fils d'adoption. Les tambours résonnent lentement, les drapeaux se lèvent. Au centre du mausolée, la flamme éternelle éclaire le visage de bronze d'un homme qui a voulu transformer le monde et qui, en le tentant, s'y est consumé. Che Guevara n'a pas seulement mené des batailles, il a porté un combat intérieur, celui de l'idéal contre le réel. Médecin devenu guérillero, humaniste devenu stratège, il incarne la tension éternelle entre l'utopie et la discipline de la guerre. Son regard fixe, immortalisé par la photo d'Alberto Corda, traverse le siècle comme un reproche muet adressé à la résignation. Mais derrière l'icône, il reste l'homme, celui qui toussait dans la Sierra Maestra, qui doutait au Guatemala, qui écrivait à ses enfants depuis la jungle congolaise « Soyez toujours capables de ressentir au plus profond de vous toute injustice commise contre quiconque, où que ce soit dans le monde. » Cette phrase, plus qu'un testament, est un rappel. Les révolutions s'éteignent, les symboles demeurent. Che Guevara, figure d'espoir pour certains, d'erreur tragique pour d'autres, laisse derrière lui une question sans réponse. Où se situe la frontière entre la justice et la violence? Et tandis que son visage continue d'orner des murs, des livres, des drapeaux, une autre voix, plus discrète, plus humaine, semble murmurer « Ne me prenez pas pour un héros, cherchez plutôt pourquoi j'ai cru devoir me battre. »